inspiré tout le monde autour de lui, comme il avait réussi à le faire. On l'oublie quelquefois, mais comme il avait réussi à le faire en 90-91. Jacques, you have spared no effort, left no stone unturned in order to secure the future of the Expos. I want everyone in Montreal and Quebec to hear it loud and clear. Without you, this would never have happened. I congratulate you and thank you for your magnificent work. Merci, Jacques. Right to the sun. Right to the sun. Lors du match d'ouverture à Pittsburgh, dès la première manche, Vladimir Guerrero a donné le ton à sa saison, claquant un circuit de 3 points. De son côté, le nouveau partant numéro 1 de l'équipe, Dustin Hermanson, a limité les Pirates à 1 point en 7 manches, tout en retirant 5 frappeurs sur des prises. En défensive, la recrue Michael Barrett, qui débutait la rencontre au 3e coussin, a réussi le jeu du match aux dépens de Ed Sprague. Les Expos ont débuté la saison du bon pied avec une victoire facile de 9-2 face aux Pirates. So Telford puts away the Pirates, but it was the work of Dustin Hermanson, so brilliant as a starter, getting the first win of the year. Hey, garde des vrais fanatiques des Expos, les gars! Yes! Yeah. Sont-ils pour rester? Oui. Pour rester. Ils vont gagner cette année, ça c'est sûr. Ouais. Avec Guerrero Barrett, on peut pas rien faire d'autre, ils gagnent. Les partisans des Expos ont profité du match d'ouverture au Stade olympique pour envoyer un message très clair. Nous voulons garder les Expos à Montréal. Ils étaient 43 918 spectateurs à ovationner leur équipe tout au long de la soirée. C'est à nouveau Vladimir Guerrero qui a donné le ton avec ce simple dès la première manche. Puis le voltigeur de droite des Mets, Bobby Bonilla, a mal jugé cette flèche de Brad Fulmer permettant à Guerrero de venir marquer du premier coussin. En défensive, le receveur Chris Widger a lancé une prise au deuxième but afin de surprendre Orel Hershiser. Et Widger n'avait pas dit son dernier mot alors qu'il a harponné le rapide de Ricky Anderson au deuxième coussin. Au monticule, Miguel Batista était solide, limitant les Mets à 1 point en 7 manches et 1 tiers de travail. En relève, le gaucher Steve Klein a étouffé une menace des Mets en 8e manche, forçant le dangereux Mike Piazza à frapper dans un double jeu. Victoire des Expos, 5-1. Quelques jours plus tard, c'est devant 6 525 spectateurs que les Expos disputaient la victoire aux Brewers de Milwaukee. Le receveur Chris Widger frappe le premier de ses 4 coups sûrs en première manche pour placer les Expos en avant. Pendant ce temps, Miguel Batista, à son deuxième départ de la saison, réussit son premier match complet en carrière. Widger claque 2 circuits et produit 6 points, un sommet en carrière, et les Expos l'emportent facilement 15-1. Check one. Right to the sun. Au mois de mai, les joueurs des Expos ont effectué un voyage en Arizona qu'ils préféraient oublier. Dans le premier match de la série face à Randy Johnson, ils tiraient de l'arrière 5-0 avant de remonter la pente. Ce simple d'Orlando Cabrera pousse Shane Andrews au marbre et c'est alors 5-3 pour l'Arizona. Puis en 8e manche, les Expos créent l'égalité 6-6 sur ce triple de James Mouton au champ centre. Mais en fin de 9e manche, le releveur Bobby Ayala accorde un circuit à Jay Bell et les Diamondbacks l'emportent 7-6.
à 6. Le lendemain, les Expos menaient 3-2 en 7e manche lorsque les Diamondbacks ont créé l'égalité. Puis en fin de 10e, face à Guillermo Mota, Luis Gonzalez procure la victoire aux siens avec ce circuit au champ droit. Autre défaite crève-cœur des Expos, cette fois 4-3. Puis dans le dernier match de la série, les Expos menaient 6-3 en 9e manche. Mais la relève a encore flanché. Les Diamondbacks ont marqué 5 points grâce au circuit d'Andy Fox, Jay Bell et Matt Williams pour balayer les honneurs de la série. Check one. Right to the sun. Après un séjour sur la liste des joueurs blessés, Shane Andrews effectue un retour au jeu le 1er juin. Face au gaucher Brian Anderson des Diamondbacks, Andrews frappe 2 circuits et produit 5 points, permettant aux Expos de l'emporter 10-8. Quelques jours plus tard à Toronto, Miguel Batista confirmait son titre de partant numéro 1. Batista a limité les Blue Jays à 3 coups sûrs en 9 manches de travail, tout en retirant 6 frappeurs sur des prises. Et la balle est frappée dans la direction du champ droit. À la piste de l'avertissement, circuit Orlando Merced. Orlando qui malmène son danger l'équipe des Blue Jays. Frappe une balle, son 4e coup de circuit, loin de la droite. La mauvaise manche de Hamilton vient de rattraper encore une fois. Et avec une avance de 5 points, Batista a réussi son 2e match complet de la saison et son premier jeu blanc en carrière. Le 8 juin, à Montréal, le droitier de 23 ans, Dan Smith, effectuait son premier départ dans les majeurs face aux Red Sox de Boston. Après avoir donné un point en première manche, il a retiré 20 frappeurs de suite. Tirant derrière 1-0 en 6e, Vladimir Guerrero a frappé son 13e circuit de la saison, une claque de 2 points qui plaçait les Expos en avant. En 7 manches de travail, Dan Smith a limité les Red Sox à 3 coups sûrs et il a retiré 9 frappeurs sur des prises. Le lendemain, c'était le retour de Pedro Martinez à Montréal. Après avoir reçu une belle ovation, Pedro a disposé facilement des Expos en première manche. Puis Pedro a envoyé un petit message à son bon ami Vladimir Guerrero avant de le retirer sur 3 prises. Mais les Expos n'ont pas été intimidés par Martinez. En 4e manche, ils ont marqué 2 points pour prendre les devants 2-0. En 6e, ils ont ajouté 2 points à leur avance et c'était alors 4-0 Montréal. Puis en 8e manche, ils ont explosé pour 8 points, dont 3 sur ce long circuit du releveur Guillermo Mota à sa première présence au bâton dans les majeurs. Victoire des Expos 13-1. Le 13 juin, celui que les Expos ont acquis pour Pedro Martinez, Carl Pavano, a réussi son premier jeu blanc et son premier match complet en carrière dans une victoire de 4-0 face à Tampa Bay. En 99, les Expos ont commis presque une erreur par match. Ils ont terminé au dernier rang de la Ligue nationale en défensive avec un incroyable total de 160 erreurs en 162 rencontres.
Check one. Right to the sun. Cet après-midi à RDS, vivez toute la force, l'émotion, ainsi que les jeux spectaculaires de la Ligue nationale de football. Les Packers de Green Bay rendent visite aux Buccaneers de Tampa Bay aujourd'hui 16h à RDS. Evander Holyfield, Lennox Lewis, Oscar de la Hoya et Félix Trinidad se retrouvent à l'avant-plan de la revue Boxe 1999 ce lundi à RDS. Après la controverse du premier combat, Lennox Lewis a eu droit à un combat revanche et il en est sorti grand vainqueur. Par contre, Oscar de la Hoya a eu moins de chance lors de son combat contre Félix Trinidad. La revue Boxe 1999, lundi soir, seulement à RDS. T'as pas l'air dans ton assiette, toi? Oh, j'ai la tête grosse de même. J'ai passé la soirée d'hier avec un agent d'assurance. 3 heures. Je suis pas plus avancée que j'étais. Appelle l'alternative. Tu peux tout faire par téléphone. Pas d'agent qui vient chez vous, pas d'examen médical. Tu peux t'assurer pour moins de 20 $ par mois. C'est sérieux, ça? Très sérieux. Tu peux leur faire confiance. L'alternative est là pour nous au bout du fil. C'est hier qu'on aurait dû dîner ensemble. Tout a commencé par une randonnée en montagne. Mais rapidement, tout a basculé. C'est tout de suite devenu un défi de résistance, de force, de courage et de survie. La loi du plus fort, mardi 16h30 à RDS. Pour rentrer à la maison après le party, serre-toi de ta tête avant le party. Moi, j'ai toujours un plan dans la tête. Regarde. A, B, C. J'ai mon chauffeur désigné. J'appelle un parent, un ami ou un taxi. Bien sûr, un petit drink avant de partir, l'opération Nez Rouge. Pendant les fêtes, serre-toi de ta tête. Right to the sun. Right to the sun. Au lendemain de la partie parfaite de David Cone, les Expos ont malmené le partant japonais des Yankees, Hideki Irabu. Après un séjour au niveau 3A, le joueur de premier but, Brad Fulmer, fut le meilleur en attaque avec 4 coups sûrs, dont un circuit et 3 points produits. En 9e manche, le releveur Huguet Urbina a obtenu son 20e sauvetage de la saison. Victoire des Expos, 6-4. Le 23 juillet à Montréal, ce fut au tour du droitier Javier Vasquez de lancer un premier match complet en carrière. Il a limité les Pirates à 4 coups sûrs en 9 manches dans un gain de 5-1. 5 jours plus tard, Vasquez lançait un deuxième match complet de suite, cette fois face aux Cubs de Chicago. Il devenait le premier lanceur des Expos depuis Pedro Martinez à réaliser l'exploit. Check one. Right to the sun. Les Expos débutent le mois d'août à Milwaukee. Profitant de la mauvaise défensive des Brewers, les Expos marquent 9 points non mérités en 4e manche. Simple de Fulmer au champ centre. Simple ensuite du lanceur Dan Smith. Simple de Vladimir Guerrero et un circuit de Rondell White dans une victoire facile de 10-4 des Expos. Le 5 août au Wrigley Field à Chicago, le receveur Chris Woodger frappe un circuit dans une victoire de 5-2 des Expos.
drive homer by Widger. 3 jours plus tard, il égale le record d'équipe en cognant un circuit dans un 4e match de suite. Mais mauvaise nouvelle, alors que les Expos perdent les services de l'excellent joueur d'arrêt-court, Orlando Cabrera. Cabrera a subi une sévère entorse à la cheville gauche et il devra rater le reste de la saison. Rappelé d'Ottawa pour remplacer Cabrera, l'arrêt-court de 26 ans, Jeff Blum frappe un double et produit 2 points à son premier match dans les majeurs. Le deuxième but, José Vidro assure la victoire aux siens avec son premier grand chelem en carrière et les Expos disposent des Padres de San Diego 8-0. Le 16 août à San Francisco, Vladimir Guerrero établit un record d'équipe, frappant en lieu sûr dans un 22e match de suite, effaçant la marque de 21 qui appartenait à Delano DeShields. Quelques jours plus tard, face à Rick Ankiel des Cards, Vladimir claque son 30e circuit de la saison et prolonge à 28 sa série de matchs avec au moins un coup sûr. Avec ce circuit aux dépens de Juan Guzman des Reds, Vladimir frappe en lieu sûr dans un 31e match de suite, la plus longue séquence des années 90. Sa série se terminera le lendemain face aux Reds. Check one, right to the sun. Le 3 septembre, Guerrero frappe son 23e circuit de la saison au Stade olympique, éclipsant le record d'équipe qui appartenait à Gary Carter depuis 1977. 4 jours plus tard, le voltigeur Peter Bergeron fait ses débuts dans les majeurs face aux Rockies du Colorado. Il obtient son premier coup sûr en carrière face à Jerry Dipoto. Le 14 septembre à Los Angeles, Javier Vasquez lance le meilleur match de sa jeune carrière. Il limite les Dodgers à un coup sûr et un but sur balle en 9 manches, tout en retirant 10 frappeurs sur des prises. Il s'agit d'un premier jeu blanc pour Vasquez qui retire les 17 derniers frappeurs des Dodgers. Il s'agit également du 22e match d'un coup sûr de l'histoire des Expos, le premier depuis Pedro Martinez en 1997. Le droitier de 23 ans termine la saison avec une fiche de 2 victoires contre 8 défaites, mais 7 victoires après un séjour au niveau 3. Vladimir Guerrero termine sa saison comme il l'a débuté. Il frappe son 42e circuit de la saison et produit son 131e point, des records d'équipe lors du dernier match de la campagne à Philadelphie. Âgé de 23 ans seulement, Vladimir établit 8 records d'équipe et il termine parmi les 10 meilleurs de la Ligue nationale dans 11 catégories. Au nom des partisans des Expos, merci Vlad. 161 matchs. Alors, les Expos viennent de prendre les devants, 162. Il n'y avait pas de doute, c'est un lancer que Randy Rose a... Il faut aussi souligner le travail de Hugues Urbina qui a terminé au premier rang de la Ligue nationale pour les sauvetages avec 41, un de plus que Trevor Hoffman des Padres et à 2 du record d'équipe qui appartient à John Wetland. On déclame sans fin contre les passions. On leur impute toutes les peines de l'homme. Et l'on oublie qu'elles sont aussi la source de tous ses plaisirs. Le trophée La Ligue, ce soir 22h30 à RDS.
Gagnée par les Américains, la première course internationale de voilier eut lieu en 1851. Ce soir, joignez-vous à RDS alors qu'on vous présente une autre page dans l'histoire de la plus vieille course de voilier au monde. La Coupe América se poursuit ce soir à RDS. Durant le 20e siècle, les athlètes canadiens ont mérité le respect de tous les pays du monde. Des grands moments dans la carrière de Wilson. Maintenant, RDS vous invite à revivre cette histoire. Voyez les performances inoubliables de ces athlètes qui nous ont fait rêver. 100 ans de sport au Canada, ce soir 20h30 à RDS. Merci d'avoir fait de la Dodge Caravan la mini-fourgonnette la plus vendue au pays. Merci d'avoir fait du Jeep l'utilitaire sport le plus renommé au monde. Merci d'avoir fait du Dodge Dakota le camion le plus vendu de sa catégorie. Merci d'avoir choisi la Chrysler 300N, voiture de l'année 99 selon Motor Trend. Merci d'avoir fait cette année l'une de nos meilleures. Pendant la vente Merci, nous payons pour vous la TPS et offrons un rabais de 500 $ sur toute notre gamme de véhicules 2000. C'est notre façon de vous dire. Merci. Chez votre concessionnaire Chrysler Dodge Jeep. Nous sommes au cœur de notre ville depuis 45 ans. De concert avec les gouvernements, les entreprises, les institutions et surtout les gens comme vous, Jeunesse au Soleil aide notre communauté à s'épanouir plus forte et plus saine. Vous pouvez dès aujourd'hui créer un lendemain meilleur en partageant vos dons avec Jeunesse au Soleil au 842-6822. Alors que la saison 1999 est sur le point de s'amorcer au baseball majeur, elle est déjà terminée pour plusieurs. La recrue de l'année, Kerry Wood, est opérée au coude et le sympathique Andrés Galarraga doit combattre un cancer qui a pris la forme de tumeur au bas du dos. Les deux hommes espèrent être de retour pour la saison 2000. Tim Johnson aussi voit sa saison terminée alors qu'il est congédié par les Blue Jays en plein milieu du camp d'entraînement. Johnson s'est retrouvé au cœur d'une controverse parce qu'il a menti sur ses antécédents militaires. Il est remplacé par le vétéran Jim Fregosi qui mènera les Jays à 84 victoires au 3e rang de la section Est. La saison s'amorce officiellement au Mexique avec l'équipe du héros local Vinny Castilla, les Rockies du Colorado qui affrontent les champions en titre de la Ligue nationale, les Padres de San Diego. Si Castilla a connu un gros match avec 4 coups sûrs, que dire de la performance de son coéquipier Dante Bichette qui a aussi frappé 4 coups sûrs dont un circuit? Bichette a fait marquer 4 points alors que les Rockies l'ont emporté 8-2 devant plus de 27 000 spectateurs à l'Estadio Monterrey. Les exploits individuels n'ont pas tardé en 99. Le 23 avril, Fernando Tatis des Cards et Chan O'Park des Dodgers se voyaient unis dans le livre des records. Tatis est devenu le premier joueur de l'histoire du baseball à claquer 2 grands chelems dans la même manche. Et le plus ironique, c'est que Park lui a concédé les 2 longues balles. Le gérant des Dodgers, David Johnson, n'a pu retirer son lanceur. Il a été expulsé entre les 2 circuits. Et il faut croire que ses instructeurs ont hésité un peu trop longtemps. L'explosion offensive se poursuit en mai. Nomar Garciaparra des Red Sox de Boston devient le 11e joueur de l'histoire à cogner 2 grands chelems dans un match. Le joueur d'Haricourt complétera sa journée de travail contre les Mariners avec 3 circuits et 10 points produits, ce qu'on n'avait pas vu chez les Red Sox depuis Fred Lynn en 1975. Garciaparra connaissait un début de saison plutôt ordinaire jusque-là, avec 2 coups de circuit. Il a terminé la campagne avec 27 longues balles, 104 points produits, et il a remporté le championnat des frappeurs avec une moyenne de 357. Quelques lanceurs ont quand même réussi à se mettre en évidence au cours de la saison. Le 22 mai, Roger Clemens établissait un record de la Ligue américaine alors qu'il a remporté une 18e victoire consécutive en battant les White Sox 10-2. La série de Clemens s'est arrêtée une semaine plus tard contre les Mets. Il leur a remporté 20 victoires d'affilée, la 3e plus longue séquence victorieuse du siècle. Au mois de juin, le baseball, déjà éprouvé par les cancers d'Andrés Galarraga et Joe Torre, voit un match interrompu alors que le gérant des Astros, Larry Dierker, s'effondre, terrassé par un problème de circulation sanguine au cerveau en 8e manche d'un match contre les Padres. Ces joueurs sont visiblement inquiets.
Durker sera opéré 2 jours plus tard et il récupérera suffisamment pour reprendre la barre de l'équipe et mener les Astros au championnat de la section centrale. Le jeune lanceur des Cards, José Jiménez, a connu une année 99 des plus mouvementées. Le 25 juin, il affrontait les Diamondbacks et leur as gaucher Randy Johnson. Jiménez n'a donc pas de marge de manœuvre et il répond à merveille, réussissant le premier match sans point ni coup sûr de la saison, une victoire de 1-0. Première recrue à réaliser cet exploit depuis Burt Hooton en 72, Jiménez sera cédé aux mineurs quelques semaines plus tard et sera échangé aux Rockies une fois la saison terminée. Bref, une année bien remplie pour le droitier de 25 ans. Le match des étoiles a lieu au Fenway Park à Boston et la tradition est à l'honneur alors qu'on présente les candidats de l'équipe du siècle du baseball majeur. Après le premier lancer de Ted Williams, on a droit à un autre grand Red Sox. Pedro Martinez devient le premier lanceur à amorcer le match des étoiles avec 4 retraits sur des prises. Son séjour au monticule durera 2 manches. Il aura le temps de retirer 5 frappeurs sur 3 prises et pas les moindres. Les rois des circuits, Sammy Sosa et Mark McGwire, font partie du groupe. Pedro en a cependant peut-être un peu trop mis et s'est trouvé sur la liste des blessés une semaine plus tard, ennuyé par des raideurs à l'épaule. Comme c'est souvent le cas, on a eu droit à tout un duel de lanceurs avec les meilleurs qui se retrouvent au monticule pour une manche ou 2 et qui peuvent donc mettre toute la gomme. La Ligue américaine a réalisé 2 poussées de 2 points, une aux dépens du partant Curt Schilling et l'autre contre le surprenant Kent Bottomfield pour finalement battre la Ligue nationale 4-1. Lanceur gagnant, Pedro Martinez. Victoire préservée pour John Wetland. Pour ce qui est du représentant actuel des Expos, Vladimir Guerrero. Il a fait son entrée dans le match en 5e manche et lui qui avait connu des ennuis défensifs en début de saison a été testé dès le départ par un long ballon de Jim Thome. Vladimir a naturellement capté et il a pu démontrer la puissance de son bras. Le joueur par excellence des Expos s'est présenté au bâton en 7e manche contre le Canadien Jeff Zimmerman. Avec 2 coureurs sur les buts, Vladimir se fait voler un coup sûr par le spectaculaire Omar Vizquel des Indiens de Cleveland. Check one, right to the sun. Right to the sun. Ici Émile Genet. Les temps ont bien changé, oui, mais pas les maladies pulmonaires. L'asthme, l'emphysème sont encore bien présents aujourd'hui. Souscrivez généreusement à la campagne du thème de Noël de l'Association pulmonaire du Québec. Ensemble, nous vaincrons les maladies pulmonaires. En provenance du Japon, la Coupe du monde de volleyball 1999 se poursuit lundi après-midi à RDS. Voyez tous les smashs ainsi que les jeux défensifs spectaculaires. Le Canada affronte la Russie lundi 17h à RDS. Lundi soir, RDS fait monter votre rythme cardiaque en flèche avec la présentation du championnat du monde de danse aérobique. 60 minutes d'activité physique intense en provenance de la capitale du jeu, Las Vegas. Puis votre cœur fera du 100 à l'heure pour l'émission la plus courue du temps des fêtes, le concours Miss Univers en forme 1999. 2 émissions que vous ne voudrez pas manquer ce lundi dès 19h à RDS. Au petit trot s'en va le cheval avec ses grelots et le traîneau joyeusement dévale à travers les coteaux. Dans le vallon s'accroche l'hiver mais le ciel est bleu. Ah, qu'il fait bon faire un tour au grand air comme 2 amoureux. Canada Junior est prête à affronter les meilleurs au monde. Après être passé si près l'an dernier, l'équipe canadienne veut ramener la médaille d'or au pays. Mais rien n'est gagné d'avance, car tous les autres pays se sont fixés le même objectif. Le Canada affronte la République tchèque mardi 13h30 à RDS. Tout a commencé par une randonnée en montagne. Mais rapidement, tout a basculé. C'est tout de
ensuite devenu un défi de résistance, de force, de courage et de survie. La loi du plus fort, mardi 16h30 à RDS. Right to the sun. La deuxième moitié de saison s'amorce de façon spectaculaire à New York alors que les Expos affrontent les Yankees lors de la journée Yogi Berra. Paul O'Neill donne le ton avec un beau catch en première manche, mais on était loin de se douter à ce moment qu'il s'agirait d'un jeu clé dans un match historique, car à partir de cet instant, David Cone a pris le contrôle et de quelle façon. Il retire tous les Expos dans l'ordre avec, entre autres, 3 retraits sur des prises en troisième. Il y a de l'électricité dans l'air alors que Cone complète la 7e manche en retirant un 21e frappeur d'affilée. En 8e, Cone a de nouveau besoin de sa défensive. Et Chuck Knobloch se montre à la hauteur aux dépens de José Vidro. Le droitier va compléter sa manche lui-même face à Brad Fulmer. On s'en va en 9e. Don Larson veille, lui qui a lancé le seul match parfait de l'histoire des séries mondiales. Le premier frappeur, Chris Widger. Il fallait que... 3e prise et de 1. Prochain frappeur, Ryan Maguire. Il pousse la balle dans la gauche. Ricky Ledee est visiblement nerveux, mais réussit le jeu. Puis, Orlando Cabrera. 1-1. La balle est soulevée. Captain Bobrovsky. Un match parfait. David Cone lance le 14e match parfait de l'histoire du baseball, le 2e en autant de saisons pour les Yankees qui avaient vu David Wells réussir l'exploit en 98. Le 5 août, le stade Busch est rempli alors que Mark Maguire est en quête d'un 500e circuit et Tony Gwynn d'un 3 millième coup sûr. L'héros local réussit son exploit alors que Gwynn devra attendre au lendemain au stade olympique de Montréal devant 30 000 spectateurs de moins. Dès sa première présence au bâton contre Dan Smith, Tony Gwynn place la balle en lieu sûr au champ centre. Le voilà, le numéro 3000. Les feux d'artifice généralement réservés au circuit des Expos ont résonné. La foule a réservé une longue ovation à Gwynn pendant qu'il était félicité par ses coéquipiers et par l'arbitre, Kerwin Danley, un ancien coéquipier de Gwynn à l'université. Tony Gwynn était alors le 22e joueur de l'histoire à atteindre le plateau des 3000 coups sûrs. Mais cette semaine spectaculaire n'était pas terminée. Dès le lendemain, Gwynn avait un nouveau confrère dans le club des 3000. Wade Boggs a fait les choses en grand, devenant le premier de l'histoire à claquer un circuit comme 3 millième coup sûr. Plutôt surprenant de la part d'un joueur reconnu pour ses petits simples au champ opposé. Wade Boggs becomes the first player in history to reach 3,000 hits on a home run. He kisses the plate. Congratulations from all around in all of Tampa. Également au mois d'août, le vétéran Jesse Orosco, 42 ans, s'est retrouvé sur un monticule des Ligues majeures pour la 1072e fois, éclipsant la marque de Dennis Eckersley. Ce spécialiste des gauchers a fini la saison avec 1090 présences au monticule et n'a pas l'intention de s'arrêter. Il y a quelques semaines, il était échangé aux Mets de New York avec qui il a passé les 9 premières saisons de sa carrière. Arrivé dans les majeurs en 1979, Orosco a joué pour 5 équipes. Il a remporté 84 victoires contre 75 défaites et récolté 141 victoires préservées. Le 22 août, Mark Maguire inscrivait à nouveau son nom dans le livre des records, alors qu'il devenait le premier joueur de l'histoire à frapper 50 circuits, 4 saisons consécutives. La ronde des exploits s'est poursuivie dès le début septembre, alors que Cal Ripken a claqué le 400e circuit de sa carrière, devenant le 29e joueur de l'histoire à atteindre ce plateau. José Canseco avait été le 28e en début de saison, alors qu'il a réussi l'exploit dans l'uniforme des Devil Rays. Ripken pouvait aussi viser le plateau des 3000 coups sûrs cette saison, mais 2 visites sur la liste des blessés ont fait qu'il a fini l'année avec 2991 coups sûrs. Quand il va atteindre le chiffre magique en début de la saison 2000, il se joindra à un groupe sélect de 7 joueurs avec 400 circuits et 3000 coups sûrs. Le 7 septembre s'est avéré un grand jour pour le baseball québécois, alors qu'Éric Gagné a fait ses débuts avec les Dodgers de Los Angeles. Après avoir dominé la Ligue du Texas dans la classe 2A, Gagné a fait de même face aux frappeurs des Marlins de la Floride. Démontrant un contrôle impressionnant, Gagné a blanchi les Marlins pendant 6 manches, retirant 8 frappeurs sur 3 prises, tout en accordant que 2 coups sûrs et 1 but sur balle. Le droitier ne semblait nullement impressionné.
tellement qu'il s'est permis de frapper un coup sûr dès sa première présence au bâton dans les ligues majeures. Malheureusement pour lui, la relève viendra gâcher son beau travail et il devra attendre plus de 3 semaines avant de récolter sa première victoire dans les majeures. Son premier séjour aurait été impressionnant. Sa première sortie s'est terminée comme elle s'était amorcée, avec un retrait sur 3 prises. Je n'avais pas réalisé l'ampleur que c'était. Sauf quand je suis embarqué sur mon ticket, quand j'ai embarqué sur mon ticket, j'étais prête. Je savais que j'étais prête, puis c'est incroyable comme feeling. Félicitations, Éric. En cette saison du Grand Chelem où de nombreux records offensifs ont été battus, un autre lanceur a trouvé le moyen de se faire remarquer. Eric Milton des Twins du Minnesota qui a lancé un match sans point ni coup sûr face aux Angels de la Californie. Dans une rencontre qui a commencé à 11 h du matin parce qu'on devait préparer le stade pour un match de football, le jeune gaucher a tiré 13 frappeurs endormis sur 3 prises. Les Angels étaient privés de plusieurs vétérans, mais un match sans point ni coup sûr, c'est un match sans point ni coup sûr. Dans la course au circuit, Sammy Sosa est devenu le premier joueur à claquer 60 circuits, 2 saisons d'affilée le 18 septembre contre les Brewers. À ce moment, il devançait Mark McGwire par 4 longues balles. Big Mac le rejoindra peu de temps après et terminera la saison avec 65 circuits, 2 de plus que Sosa. La dernière semaine de la saison sera également celle des adieux à 2 vieux stades de baseball, dont le plus vieux de tous, le Tiger Stadium, qui fermait ses portes après 6783 matchs de saison régulière. Comme ça avait été le cas lors de l'ouverture en 1912, ce dernier match s'est soldé par une victoire de l'équipe locale, ponctuée de 3 coups de circuit, dont un grand chelem. Todd Jones a retiré Carlos Beltran sur 3 prises pour mettre un terme à la rencontre. Les cérémonies honorant les plus grands joueurs de l'histoire de l'équipe ont suivi. On a arraché le marbre pour aller symboliquement l'installer au nouveau stade des Tigers, le Comerica Park, au centre-ville de Détroit. Même scénario quelques jours plus tard à San Francisco, où personne ne sera fâché de quitter le Three-Com Park, longtemps connu sous le nom de Candlestick Park, le stade le plus froid des majeurs. Là aussi, on a honoré les grands noms de l'équipe avant de s'attaquer au marbre qui se retrouvera l'an prochain au Pacific Bell Park, un stade bâti sur la rive de la baie de San Francisco où les frappeurs s'en donneront à cœur joie, particulièrement du côté droit où ils pourront frapper leur circuit dans la baie. Et comme si la saison n'était déjà pas assez mouvementée, il a fallu disputer un 163e match pour décider qui des Mets ou des Reds se retrouverait en série éliminatoire. Les Mets ont frappé les premiers. Leur homme des grandes occasions, Edgardo Alfonzo, frappe un circuit de 2 points dès la première manche. Pendant qu'Al Leiter lançait son meilleur match de la saison, les Mets ont ajouté 3 autres points, filant vers une victoire de 5-0. La saison régulière est maintenant terminée. Jetons donc un coup d'œil sur les meneurs des différentes catégories, tant au monticule qu'au bâton. Right to the sun. Right to the sun. Passez en 5e vitesse et venez voir sous le capot de l'émission RDS motorisé. Des compétitions faites sur mesure pour tous les amateurs de chevaux vapeur. Plein les yeux, plein les oreilles avec RDS motorisé, mercredi 18h à RDS. Mardi, c'est la soirée pub à RDS. 19h, voyez l'Omnium de quilles Canadian Tire. 20h, les hommes disputent le championnat Q-Sport. Et à 21h, ce sera au tour des dames à l'Omnium BCA. La soirée pub, mardi dès 19h à RDS. Le tout nouveau surpuissant pick-up pleine grandeur signé Toyota, le Tundra. Doté du premier V8 à 32 soupapes jamais monté sur un pick-up pleine grandeur et du moteur Force I de 245 chevaux offrant les meilleures accélérations et le couple le plus élevé de la catégorie. Le Tundra, il est fait pour tout. Soyez sages, car mercredi, RDS va suivre les aventures de Paul Buisson. Avec le grand russe ou le super caméraman, Paul vous présente l'envers de la médaille du monde du hockey. La série Hors-jeu se poursuit mercredi 19h à RDS.
Prenez place confortablement et préparez-vous à de l'action continue au monde du sport Gillette. Parcourez les plus grands événements sportifs au monde en compagnie des athlètes les plus performants qui soient. Découvrez de nouvelles disciplines et laissez-vous emporter par la vague des sports les plus populaires de la planète. Du sport pour tous les goûts, du sport pour les vrais maniaques du sport. Entrez dans un univers des plus fascinants au monde du sport Gillette. Mercredi, 22h30 seulement à RDS. À vos planches pour l'émission Ski Mag, en compagnie d'Alain Cyr, de Simon Saint-Arnaud, Nadia Gendron et du spécialiste de planche à neige Marc Legros, venez découvrir les mille et une facettes de votre sport préféré. Ski Mag, jeudi 18h à RDS. L'Association québécoise des sports en fauteuil roulant a toujours considéré l'athlétisme comme un sport à part entière, tout comme les athlètes d'ailleurs. Parce qu'ils sont des passionnés de sport, les entraîneurs et les bénévoles de l'association ont grandement contribué au développement du sport au Québec. Et aujourd'hui, plusieurs de nos athlètes se retrouvent parmi les meilleurs au monde. Right to the sun. Passons maintenant aux séries éliminatoires. Dans la Ligue nationale, les Astros de Houston tentent de remporter une première série en affrontant les Braves qui participent aux éliminatoires pour une 8e année d'affilée. Darrell Ward brise une égalité de 1-1 en 6e avec un circuit aux dépens de Greg Maddux. Et Ken Caminiti, qui a toujours eu du succès face aux Braves, les achève avec un circuit de 3 points en 9e. Houston l'emporte 6-1 et prend les devants 1-0 dans cette série 3-5. Dans le deuxième match, José Lima, 21 victoires en saison régulière, affronte Kevin Millwood, le meilleur lanceur des Braves cette saison. Les Braves prennent les devants dès la première manche sur le coup sûr de Brian Jordan. Après un circuit de Ken Caminiti, Kevin Millwood se montre intraitable pour les Braves. Et en 7e manche, ses coéquipiers lui donnent une avance de 5-1 grâce à une poussée de 3 points. Millwood lance un match d'un coup sûr. Les Braves nivellent les chances dans la série. On s'en va à Houston pour le 3e match. C'est 3-3 en 10e. Pas de retrait quand les Astros remplissent les buts. Mais ils ne pourront pas sortir la balle de l'avant-champ. Ils ne marqueront pas. Les Braves obtiennent une chance à leur tour en 12e avec 2 coureurs sur les buts et 2 retraits. Brian Jordan pousse la balle en lieu sûr dans la droite, un double de 2 points. Et Atlanta prend les devants dans la série. 4e match, les Braves ont pris une avance de 7-0, mais les Astros n'ont jamais abandonné. Ils remontent à 7-5 et avec un coureur sur les bancs en 9e, Ken Caminiti, encore lui, frappe la balle solidement au champ centre, mais pas assez. John Rocker, les Braves tiennent bon. Ils passent encore en série de championnat. Dans l'autre série, les Mets, encore sur leur momentum de fin de saison, sont en Arizona. Ils vont arracher le premier match de la série contre Randy Johnson grâce à Edgardo Alfonzo qui claque 2 circuits, un en solo en première, un grand chelem en 9e contre le releveur Bobby Chouinard. Les Diamondbacks nivellent la série avant de s'amener à New York où les Mets seront privés de Mike Piazza qui se retrouve avec le pouce dans le plâtre. Mais cette absence de Piazza donne un coup de pied au derrière de l'attaque des Mets qui frappe 11 coups sûrs et profite de 3 erreurs des Diamondbacks pour enregistrer une victoire facile de 9-2. John Olerud fait marquer 3 points. Lui et Edgardo Alfonzo croisent le marbre 2 fois chacun, alors que Rick Anderson passe sa soirée sur les sentiers grâce à 3 coups sûrs. Rick Reed sera le bénéficiaire de cette attaque et des problèmes défensifs des Diamondbacks. Il récolte la victoire qui donne les devants 2-1 aux Mets dans la série. 4e match, les Mets mènent 2-1. Ils sont à 4 retraits de la série de championnat quand Armando Benitez fléchit pour une rare fois. Il se fait cogner un double de 2 points par Jay Bell et les Diamondbacks prennent les devants. L'Arizona a l'occasion d'ajouter un point sur le coup sûr de Matt Williams, mais Bell se fait retirer au marbre. Les Mets envoient le match en prolongation, puis en 10e, comme dans les films, le négligé, le remplaçant, le réserviste Todd Pratt frappe la balle au bout du gant de Steve Finley. Les Mets passent en série de championnat. Dans la Ligue américaine, on a droit à une reprise des séries de division de l'année précédente et pour les Rangers du Texas qui doivent à nouveau affronter les Yankees, ça n'augure rien de bon. Dès la première manche de la série, ils laissent les buts remplis. Ils ne s'en remettront jamais. La saison précédente, en 3 matchs, les Rangers n'avaient marqué qu'un point. Ils n'ont pas fait mieux cette année. Ils ont été blanchis 8-0 dans le premier match. Ils ont perdu le second 3-1 et le dernier 3-0. Bernie Williams a donné le ton à l'attaque des Yankees en faisant marquer 6 points dès la première rencontre.
Après une saison ordinaire, Roger Clemens, acquis pour mener les Yankees à un autre championnat, a finalement remporté sa deuxième victoire en série, l'autre remontant en 1986 avec les Red Sox. Il a blanchi les Rangers pendant 7 manches lors du match décisif pour envoyer le Texas en vacances et les Yankees en série de championnat. À Cleveland, la chance semble être du côté des Indiens face aux Red Sox alors que Pedro Martinez doit quitter après avoir blanchi Cleveland durant 4 manches. Pedro parti, les Indiens effacent un déficit de 0-2 et vont l'emporter en 9e grâce au coup sûr opportun de Travis Fryman. Mais attention, la série n'est pas finie et Pedro pourrait revenir si les Red Sox parviennent à gagner 1 ou 2 matchs. Après s'être fait démolir lors de la deuxième rencontre, les Red Sox sont ressuscités par leur retour au Fenway Park. Malgré l'absence de Pedro et de Nomar Garciaparra, les Sox explosent. 6 points en 7e manche grâce entre autres à John Valentin qui amorce une séquence incroyable de 3 circuits, 10 points produits en 2 matchs, si bien que les Red Sox parviennent à égaler la série avec 2 victoires spectaculaires de 9-3 et de 23-7. Pour le match décisif, les Red Sox doivent donc retourner à Cleveland et ne savent pas encore s'ils pourront compter sur Pedro Martinez. La rencontre s'est amorcée de façon effrénée, 8-7 Cleveland après 3 manches, et Pedro s'en vient lancer en fin de 4e. Ça fonctionne. En 7e, les Indiens donnent un but sur balle intentionnel à Nomar Garciaparra pour affronter Troy O'Leary. Déjà auteur d'un grand chelem dans une situation semblable en 3e, O'Leary claque son 2e circuit du match et lance les Red Sox en avant. Quant à Pedro, qui ne savait pas s'il allait pouvoir lancer plus d'une manche, il en a lancé 6 sans point ni coup sûr. Et les Red Sox passent en série de championnat face aux Yankees. Passons maintenant aux séries de championnat. Dans la Ligue nationale, ça s'amorce à Atlanta avec la visite des Mets. Un circuit du surprenant Eddie Perez, du solide travail des lanceurs. Et les Braves vont remporter le premier match 4-2. Deuxième match du pareil au même. En plus d'un circuit de Perez, un autre. Brand Jordan en réussit un et les Braves vont prendre les devants 2-0 dans la série. Encore une fois, les lanceurs font le travail. Et John Smoltz va même venir lancer la 9e manche pour récolter le premier sauvetage de sa carrière. Les deux équipes se partagent les 2 premiers matchs à New York. Les Mets font face à l'élimination pour la 2e fois lors de la 5e partie. On a droit à tout un duel entre les 2 défensives et les 2 personnels de lanceurs. Le match va durer 15 manches. Les Mets vont utiliser 9 lanceurs, les Braves 6. 4 doubles jeux dans le match, en plus d'un coureur retiré au marbre. Bref, tout un match de baseball. Les Braves prennent les devants en 15e. Mais en fin de manche, les Mets remplissent les buts et créent l'égalité quand Todd Pratt, qui a remplacé Piazza, blessé en 13e, soutire un but sur balle. Le frappeur suivant, Robin Ventura, tire la balle loin à droite. Salut, bonsoir, les Mets gagnent. Ventura sera crédité d'un simple car il n'a jamais pu faire le tour des buts. Peu importe, il y aura un 6e match. Cette 6e rencontre va s'avérer tout aussi passionnante. Pourtant, ça commence plutôt mal avec une poussée de 5 points des Braves dès la première manche. Avec Kevin Millwood au monticule, la série semble terminée, mais il connaît des ennuis, tout comme John Smoltz, à nouveau utilisé en relève. Et Mike Piazza crée l'égalité 7-7 avec son circuit de 2 points en 7e. Encore une fois, il faudra aller en prolongation. Les 2 équipes marquent en 10e. On se retrouve en 11e, les buts remplis, quand le 8e lanceur des Mets, Kenny Rogers, accorde un but sur balle à Andrew Jones. Les Braves l'emportent et passent en série mondiale. Dans l'américaine, on a droit à une confrontation entre 2 vieilles équipes, les Yankees et les Red Sox, qui tentent de secouer le sort du Bambino, qui les empêche de remporter une série mondiale depuis qu'ils ont vendu Babe Ruth à l'équipe new-yorkaise. Après avoir pris les devants 3-0, les Sox voient les Yankees remonter la pente pour finalement l'emporter en 10e manche. Grâce à qui? Bernie Williams qui frappe la balle par-dessus la clôture du champ centre. Bernie Williams, un joueur que les Red Sox convoitaient durant la saison morte. Deuxième match, une mauvaise décision d'officiel stoppe l'élan des Red Sox. Le coureur retire au 2e, même si Knobloch n'a jamais contrôlé la balle. Les Yankees viennent au bâton, prennent les devants et leur lanceur ferme la porte par la suite. 2-0 Yankees. On s'en va à Boston pour le 3e match très attendu qui oppose Roger Clemens à Pedro Martinez. De retour à Fenway, l'attaque bostonienne se raplombe et chasse Clemens avec 5 points en moins de 3 manches. Pedro, lui, est impeccable à nouveau. Et les Red Sox remportent une victoire facile de 12-1.
C'est donc 2-1 New York dans la série quand une autre mauvaise décision d'un officiel coupe le souffle aux Red Sox. Il tirait de l'arrière par 1 point en 8e quand José Offerman est retiré, même si Knobloch ne lui a pas touché. Il n'y aura pas de point égalisateur au 2e. Les Yankees prennent une avance de 3-1 dans la série de championnat. Les Yankees ont amorcé le 5e match avec un circuit de 2 points de Derek Jeter dès la première manche. Et face à El Duque et Orlando Hernandez, les Red Sox ne pourront rebondir. Les releveurs des Yankees seront encore intraitables. Ils prolongent le mauvais sort des Red Sox, toujours en quête de leur première série mondiale depuis 1918. On se retrouve donc avec la série mondiale entre les deux équipes des années 90. Les Braves ont participé aux séries à tous les ans, mais n'ont qu'une victoire en série mondiale. Les Yankees sont en quête de leur 3e. New York va prendre les devants grâce à El Duque qui n'accorde qu'un point sur 2 coups sûrs aux Braves en 7 manches. Dans le second match, pendant que c'est au tour de David Cone de museler les frappeurs des Braves, les Yankees se paient une soirée de 7 points sur 14 coups sûrs. Victoire facile de 7-2, 10e victoire consécutive pour les Yankees en série mondiale. Et on parle déjà d'un 2e balayage consécutif par les représentants de l'américaine. Lors du 3e match, les Braves se réveillent et semblent se diriger vers la victoire avec une avance de 5-1. Mais Chad Curtis devient le nouveau héros alors qu'en 10e manche, il claque son 2e circuit du match et donne la 3e victoire à son équipe. Lors du 4e match, Roger Clemens sera le lanceur partant des Yankees. Curtis est sur la balle et pour une 25e fois au cours de leur histoire, les Yankees sont champions du monde. Roger Clemens est le lanceur gagnant, Mariano Rivera, le joueur par excellence. On débute l'an 2000 du bon pied sur les ondes de RDS. Suivez chaque coup de patin de vos Canadiens de Montréal. Vivez toute l'émotion du patinage artistique. Une invitation au Gala Sport Québec. Voyez les finales hommes et femmes de l'Omnium d'Australie. Appréciez le talent de la jeune équipe des Sénateurs d'Ottawa et sentez l'intensité lors du prestigieux match du Super Bowl. Un mois de janvier digne du nouveau millénaire seulement à RDS. Joyeuses fêtes et bonne année. Prenez place confortablement et préparez-vous à de l'action continue au monde du sport Gillette. Parcourez les plus grands événements sportifs au monde en compagnie des athlètes les plus performants qui soient. Découvrez de nouvelles disciplines et laissez-vous emporter par la vague des sports les plus populaires de la planète. Du sport pour tous les goûts, du sport pour les vrais maniaques du sport. Entrez dans un univers des plus fascinants au monde du sport Gillette. Mercredi, 22h30 seulement à RDS. Le lupus est une maladie qui frappe au hasard. Il peut entraîner plusieurs symptômes angoissants, provoquer des troubles sanguins, atteindre les articulations, le cœur, la peau, les reins, le cerveau, la mémoire, les poumons. Le lupus est une maladie aux 1000 visages, une maladie incurable. Pour plus de renseignements, appelez le 1-514-849-0955 ou votre organisme local du lupus. Maintenant, place aux honneurs individuels, en commençant par les trophées Cy Young. D'abord, dans la nationale, celui qui a atteint les 300 retraits sur des prises plus rapidement que quiconque dans l'histoire. Randy Johnson reçoit l'honneur. Même si ses coéquipiers ne lui ont donné que 17 victoires, Johnson qui a mené la Ligue avec une moyenne de points mérités de 2,48. Dans l'américaine, aucun doute. Pedro Martinez, gagnant de la triple couronne avec 23 victoires, 313 retraits sur des prises et une moyenne de points mérités de 2,03, 1,37 de moins que tout autre lanceur du circuit. C'est dire de plus. Les titres de joueurs par excellence sont allés à Chipper Jones des Braves d'Atlanta,
grâce à sa moyenne de 319 combinée à 45 circuits et 110 points produits. Alors que dans la Ligue américaine, dans un vote des plus serrés, Ivan Rodriguez a devancé Pedro Martinez de justesse, même si Pedro a obtenu un vote de première place de plus que Rodriguez. Mais certains ont ignoré complètement Pedro, jugeant que les lanceurs ne pouvaient mériter ce trophée. Du côté des recrues de l'année, le releveur des Reds de Cincinnati, Scott Williamson, a reçu l'honneur dans la nationale avec ses 12 victoires et 19 sauvetages. Alors que Carlos Beltran des Royals a été choisi dans l'américaine après avoir été la première recrue depuis Fred Lynn en 1975 à faire marquer 100 points. Chez les gérants, Jack McKeon a été élu dans la nationale et Jimmy Williams des Red Sox dans l'américaine. Les trophées étaient à peine distribués que les joueurs commençaient à changer d'équipe. Les Expos ont bougé à la fin décembre en faisant l'acquisition du grand gaucher Graham Lloyd, dont la tâche principale sera de lancer la fameuse 8e manche pour se rendre à Uguet Urbina. Quelques transactions majeures ont été réalisées. Les Blue Jays ont envoyé Sean Green à Los Angeles où le frappeur gaucher a signé une entente de 7 ans, évaluée à 84 millions de dollars. En retour, les Jays reçoivent le talentueux et controversé Raúl Mondesi. Mais les Dodgers ne se sont pas arrêtés là. Ils ont aussi envoyé Ismael Valdez et Eric Young à Chicago. Juan Gonzalez des Rangers du Texas, lui, se retrouvera au nouveau stade des Tigers de Détroit, alors que John Olerud, comme joueur autonome, a choisi de quitter New York pour retourner chez lui, à Seattle. Les Devil Rays ont effectué un virage vers l'attaque avec les acquisitions de Vinny Castilla et Greg Vaughn pour entourer José Canseco et Fred McGriff. Voilà qui conclut une saison 99 fort mouvementée, en espérant que la saison 2000 le sera tout autant et qu'elle pourra rassasier tous les amateurs de baseball québécois. Au nom de toute l'équipe, il me fait plaisir de vous souhaiter une très bonne année de baseball.